On va commencer par se présenter avec Aline. Donc, moi, je suis Noémie Guérin, cofondatrice de Noès, qui est un service innovant d'accompagnement à l'épanouissement personnel. Voilà. Et Aline fait partie de notre équipe pluridisciplinaire. Chez Noès, on accompagne les femmes par le biais d'un bilan personnalisé qu'elles vont venir remplir, qui va être analysé par notre éducatrice en santé, qui vont être reçues aussi par notre éducatrice en santé, Adeline, qui va leur proposer une visio d'une quarantaine de minutes et qui va créer une équipe pluridisciplinaire avec différents praticiens pour la prendre en charge. Et donc, Aline fait partie de cette équipe. Elle est naturopathe sur Lyon. Elle va se présenter. Voilà, la parole est à toi, Aline. Bon, du coup, oui, moi, je suis Aline Demolin. Je suis naturopathe et j'accompagne les femmes qui souffrent d'endométriose à ne plus subir leur douleur et à gagner en vitalité. Alors, je connais très bien cette pathologie, parce que je suis moi-même concernée. Et je me sers aujourd'hui notamment de la naturopathie et de plein d'autres outils pour vivre de manière très tranquille avec l'endométriose, c'est-à-dire sans douleur, sans trop de fatigue, et puis surtout sans traitement, qui était vraiment mon objectif à la base. Rapidement, peut-être je présente les outils avec lesquels on peut travailler, mais on reviendra de toute façon pendant la conférence. Mais il y a vraiment la naturopathie avec vraiment le volet alimentation, mais aussi les plantes. J'aime beaucoup aussi travailler sur les émotions. Pour moi, c'est vraiment la base. Donc, des outils de gestion émotionnelle, des outils de développement personnel, travailler sur la relation à l'alimentation, le cycle menstruel. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. Voilà pour les présentations. Donc ce live traite sur l'endométriose. On est, comme vous le savez, dans une semaine un peu particulière pour cette maladie chronique qui touche une femme sur 10, en tout cas diagnostiquée. C'est la semaine de sensibilisation à l'endométriose et d'information à l'endométriose. Noès est partenaire de l'association EndoFrance, donc c'est pour ça aussi qu'on a vraiment voulu faire des lives qui avaient du sens par rapport à ça. Vous pourrez retrouver une autre conférence qui a eu lieu lundi sur l'endométriose et la sexualité avec Marie-Rose Gallet sur notre chaîne YouTube Noès France. Celle-ci sera également en replay sur la chaîne YouTube, donc vous pourrez la regarder. Et puis, aujourd'hui, on va traiter des douleurs, effectivement, comment agir sur les douleurs. On voulait rappeler avec Aline qu'on ne ferait pas de diagnostic d'endométriose lors de cette conférence. Nous ne sommes pas des médecins. Les accompagnements que nous pouvons proposer vient justement en soutien d'un suivi médical, mais ne vient pas remplacer le suivi médical et le diagnostic médical. Donc, on viendra répondre à toutes vos questions dans la mesure de ce que nous sommes capables de faire, dans la mesure de ce qu'Aline pourra faire de façon collective. Après, c'est vrai qu'on en a discuté, on discute souvent de ce point-là. Le diagnostic personnel et voilà, l'anamnèse qu'il peut y avoir et le cas de chacune est très important dans le cadre d'une endométriose. Donc, voilà, le collectif peut apporter des réponses, mais on vient bien plus en détail lorsqu'on a une séance individuelle sur laquelle on peut effectivement avoir une vision plus personnelle avec des conseils plus pointus. N'est-ce pas, Aline? Est-ce que j'ai bien résumé? Bah oui, je trouve que ça résume bien la situation. Chaque femme est unique et chaque endométriose est unique. Donc, à partir de là, c'est compliqué de donner des conseils généraux. Enfin, moi, comme je dis toujours, ben, il y a Google qui est là pour ça, pour les conseils qui vont à tout le monde, visiblement. Donc, voilà. Mais si c'est pas le Nous, cas, on a une approche un peu différente. voilà. Et ben justement, ça me permet de rebondir. Quelle est ta pratique, Adeline? Parle-nous-en un peu plus. Qu'est-ce qui te différencie de Google? Du coup, comment dire, moi je prends, pour moi, donc chaque femme est unique, donc l'idée c'est vraiment de m'intéresser à la singularité de chaque femme que j'accompagne. Euh, L'idée c'est de faire un énorme bilan. Euh, je pense qu'au final, c'est jamais exhaustif et puis on bouge tout au long de notre vie, mais faire une photographie à un moment donné de dans quel état on est sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique. Comment ça se passe dans le mental. Moi,
je trouve que l'endométriose, elle est passionnante pour ça, parce qu'elle vient vraiment toucher tous les différents plans de notre personne. Donc, on est certes des êtres de chair, mais il y a vraiment aussi cet aspect émotionnel, ce plan mental, ce plan énergétique et spirituel qui, à mon sens, viennent tous travailler ensemble pour notre santé. Et voilà comment je travaille. J'ai une approche voilà, très, très globale. Et puis, l'idée aussi, c'est enfin, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment m'intéresser à donc, qui est chaque femme et qui vous êtes. Donc, aller explorer la sphère privée, donc la sphère professionnelle, la sphère amoureuse, comment on se sent dans sa famille, comment on se sent, je sais pas, avec ses enfants, dans la société de manière générale. Donc, vraiment aller explorer tout ça qui, pour moi, compose notre personne. Merci Aline. L'endométriose, comme on l'a dit, cause des douleurs. Et c'est le thème de la conférence. Est-ce que tu peux nous réexpliquer les mécanismes de la douleur? Ouais. Alors, la douleur, en fait, c'est quelque chose d'assez complexe, donc il n'y a pas de réponse ferme et définitive pour chaque douleur. Ça, c'est important à comprendre. La douleur, elle peut venir de plusieurs choses. Dans l'endométriose, en fait, il y a toujours un terrain inflammatoire. Ça, je pense que je ne vous l'apprends rien, mais c'est vraiment l'inflammation qui, du coup, provoque ces douleurs. La douleur, c'est comme on dit une expérience sensorielle. Donc, c'est vraiment ce qu'on va ressentir dans le corps et c'est ce qui génère une émotion désagréable. On a dans notre corps en fait plein de récepteurs à la douleur et la douleur et ces récepteurs en fait ils vont capter la douleur, ce qui est sous forme de lésion. Donc c'est envoyer un message à ces récepteurs qui envoient le message au cerveau. Et le problème dans l'endométriose, c'est que plus il va y avoir de lésions, plus ces récepteurs vont être activés, plus ça va envoyer le message de la douleur. Et en général, plus ça s'intensifie, plus la douleur va s'amplifier. On va vraiment avoir ces phénomènes-là. Au début, j'avais pas mal, puis au bout de 3 ans, en fait, j'ai de plus en plus mal parce qu'en effet, le système nerveux, entre guillemets, s'abîme. Plus il est sollicité, plus il va être fatigué, plus il va réagir, voire surréagir. Et donc, la douleur, c'est important de comprendre ça, qu'au début, elle est douce. Et au fur et à mesure, elle peut grandir à cause, entre guillemets, de ce système nerveux qui est sursollicité. Voilà pour la douleur au niveau de l'inflammation. Donc, c'est vraiment l'inflammation qui va venir lancer ces messages à notre cerveau. Et puis aussi, il y a des douleurs qu'on rencontre, on va en parler aussi des douleurs des règles. Les douleurs des règles, il y a aussi ces douleurs qui sont sous forme de spasmes. Donc, ces espèces de contractions que l'on ressent très bien au niveau du bas-ventre quand on a ces règles. Ça, c'est un autre mécanisme qui est lié plutôt à la sphère musculaire, mais qui engendre aussi ces douleurs. Voilà pour un résumé. Ça fait une belle transition. Sur les différentes douleurs de règles, on a justement fait un sondage cette semaine sur Noes, sur Instagram, pour savoir, pour les femmes qui étaient atteintes d'endométriose, quelles étaient les douleurs de règles, les douleurs qu'elles ressentaient qui étaient les plus puissantes. On a parlé des douleurs à l'ovulation, on a parlé des douleurs prémenstruelles, des douleurs de règles, des douleurs pendant les rapports. Et ce qui est ressorti, c'était vraiment les douleurs majoritairement pendant les règles. Et les douleurs qui précédaient la période des règles, donc soit pendant l'ovulation, soit pendant le syndrome prémenstruel. On va se focus sur ces douleurs-là, du coup, même si on pourra répondre à des questions qui portent sur d'autres douleurs pendant la partie questions-réponses. Les douleurs de règles, est-ce que c'est normal? On va commencer par là. Bien évidemment, non. Mais c'est vrai que c'est très ancré. Hein, c'est normal d'avoir mal. Je repose la question parce que j'aime bien avoir la réponse quand même, qui soit bien imprimée chez chacun. Non, ce n'est pas normal. Non, c'est vraiment, c'est pas normal. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'aime bien beaucoup répéter dans mes communications. La douleur, de manière générale, n'a rien de normal. Et la douleur au moment des règles n'a rien de normal. Même si certaines personnes du milieu médical disent que c'est normal, c'est parce qu'en fait, elles veulent dire que c'est banal. C'est-à-dire que c'est en effet très courant. D'ailleurs, qu'on ait de l'endométriose ou non, seulement quand on a de l'endométriose, c'est clairement pas vivable. Mais non, ça n'a rien de normal. Et donc, c'est important de la prendre en compte, cette douleur. C'est vraiment en fait un signe d'un dysfonctionnement à l'intérieur du corps.
Le corps, il est bien fait, il ne veut pas nous faire souffrir. Mmh. Donc, c'est vraiment un signal d'alarme, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est endommagé. Donc, ouais, Ça répond à la question pourquoi on peut avoir mal et ouais. pourquoi effectivement ça fait ce genre de choses enfin, pourquoi ça nous crée ça et d'où ça peut provenir. Mmh. Euh, Par rapport aux douleurs pendant l'ovulation et pendant le syndrome prémenstruel, d'où ça vient? Alors, c'est 2 choses différentes. Du coup, à l'ovulation, ça peut venir vraiment d'une congestion, c'est-à-dire que ça s'active un petit peu au niveau, des ovaires, ça travaille. Il y a certaines femmes qui vont vraiment juste avoir cette sensation, voilà, ça travaille, on sent que ça bouge, qu'il y a de la vie, et d'autres chez qui ça va être douloureux parce qu'en général, il peut y avoir comme une congestion à ce moment, enfin une congestion pelvienne qu'on appelle, c'est très serré, très tendu à l'intérieur. Donc du fait que ça bouge un petit peu, qu'il y ait de la vie, bah, ça vient réveiller la douleur. Ça, c'est propre à l'ovulation. Et tout ce qui est syndrome prémenstruel, alors là, les douleurs, il y en a des, des Mmh. panoplies, mais ça vient d'un déséquilibre des hormones. Dans le cycle féminin, dans cette deuxième grande partie du cycle, donc après l'ovulation, il y a une hormone qui vient prendre le relais, c'est-à-dire qu'avant, il y avait une très, très grande sécrétion d'œstrogène qui amène à l'ovulation. Et la deuxième partie du cycle, il y a vraiment la progestérone qui vient aussi, qui vient être sécrétée. Et les douleurs pendant le syndrome prémenstruel, donc que ce soit au bas-ventre, au bas du dos, à la poitrine, le sein gonflé, la sensation d'être ballonné, d'être gonflé, l'irritabilité, etc. Tout ça, ça vient de ce fameux déséquilibre entre les œstrogènes et la progestérone. Donc, plus l'écart est important, plus les symptômes vont s'en faire ressentir. C'est Ok, vraiment ça. et les douleurs, et au moment où on arrive sur la période des règles, qu'est-ce qui crée ces douleurs? Alors, ça va être du coup, à la fois l'inflammation du terrain de l'endométriose, du terrain inflammatoire. Donc, l'inflammation, c'est comme un petit feu à l'intérieur de soi. Donc, c'est vraiment cette sensation de brûlure. Et les spasmes, c'est-à-dire que l'utérus, alors l'utérus c'est tout petit, c'est à peu près comme un poing ou comme une poire, mais juste ça suffit. Donc il se contracte pour Le sang? évacuer l'endomètre. euh, et avec ces contractions en fait qui donnent les douleurs, ces spasmes, mais en plus parce qu'il y a des molécules inflammatoires qui viennent accentuer la douleur. Donc c'est vraiment une combinaison des deux au moment des règles. On a bien compris du coup que la douleur provenait de l'inflammation à ce moment-là. Ouais. Euh, Toi, avec ta pratique, qu'est-ce que tu peux percevoir comme solution pour réduire l'inflammation? Mmh. Alors l'inflammation, moi le premier outil que j'aime beaucoup utiliser, ça va être l'alimentation. Parce qu'on se rend compte en fait que que l'alimentation, c'est vraiment un moyen fabuleux de venir, nourrir le corps par rapport à l'inflammation et donc de venir un petit peu contrer les mécanismes de l'inflammation. Donc il y a une alimentation adaptée qui va venir ne plus entretenir, enfin qui peut ne plus entretenir l'inflammation et pourquoi pas même la faire réduire. Mais dans un premier temps, c'est déjà arrêter de nourrir cette inflammation avec une alimentation adaptée. Alors, on parle beaucoup d'alimentation anti-inflammatoire. Oui, c'est un début. Ça va dépendre comment c'est pratiqué à mon sens. Mais l'idée, c'est d'apprendre à nourrir son corps pour ne plus entretenir l'inflammation, mais aussi nourrir son corps en fonction de son cycle. Pour celles qui ne sont pas sous traitement, pour justement à chaque phase du cycle, il y a des besoins nutritifs différents. Donc, que justement ces phases se fassent de manière fluide et donc voilà, que l'ovulation, elle se soit pas qu'il n'y ait pas la douleur et que ce syndrome prémenstruel soit moins senti et que les règles soient plus douces aussi. Donc, il y a déjà cette alimentation à adapter à la fois à chacune. Comme je disais en introduction, que chaque femme est unique. En naturopathie, on va parler de tempérament. Donc, l'alimentation est aussi adaptée en fonction du tempérament et pas que de la pathologie. Euh, Et ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, il faudrait qu'on mange, je vulgarise, hein, il faudrait qu'on mange différemment à chaque moment de notre cycle. Enfin, il faudrait qu'on adapte notre alimentation à chaque moment de notre cycle. Ouais, c'est une piste à explorer. Mais à cela vient aussi s'ajouter le tempérament, l'inflammation, Mm. éventuellement d'autres intolérances, enfin, s'il y a des problèmes digestifs.
C'est pour Ok, ça que oui, oui, on a l'alimentation. des allergies ou des problèmes digestifs, oui, oui, il y a plein de choses. Ouais, c'est pour ça que Ça, l'alimentation. ça peut être un premier chemin déjà de se reconnecter à son cycle, qu'on soit sous contraceptif ou non, hein. Après, effectivement, quand on n'est pas sous contraceptif, on a ce cycle qui est naturel. Donc, voilà, c'est différent. Mais est-ce que c'est possible, du coup, même quand on est sous contraceptif, de pouvoir se reconnecter à son cycle aussi et de suivre. Alors, sous contraceptif, ben, l'idée, c'est que le contraceptif, il donne des hormones de manière chimique. Donc, il va venir plutôt lisser. Là, œstrogène, progestérone, tout ça, ça va être plutôt comme ça, très, très lisse. Donc, c'est plus difficile. Après, en fait, on peut avant tout s'observer et pourquoi pas se connecter à d'autres types de cycles, comme par exemple la Lune. Enfin, moi, c'est ce que je propose. Mais sinon, c'est s'observer en fait au quotidien. Ok, pour voir où on se trouve et puis pour pouvoir se caler sur ces cycles-là. Bah, ouais, enfin, se caler, c'est se créer un cycle artificiellement, parce que sous traitement continu, il ne se passe Il y a rien. pas de, voilà. Tu veux dire que dans le corps, le cycle, il y a pas de cycle, on ne le ressent pas. Non, enfin, pas les traitements d'endométriose où c'est quand même. Dans le traitement d'endométriose, du coup, il n'y a jamais de règles. Donc, en fait, c'est toujours pareil. Je dis souvent, c'est un peu comme être un homme, hein. C'est lisse. Voilà. C'est triste. Ok, ça marche. Et pour ne pas, alors, si on veut aller un petit peu plus loin dans les solutions naturelles que tu proposes par ta pratique pour agir sur les douleurs, en dehors de l'alimentation, qu'est-ce que tu peux proposer également comme solution, comme méthode? Ouais. Alors moi, je trouve la deuxième grande chose à prendre en compte, c'est son niveau de stress. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la douleur, elle est intimement reliée au système nerveux. Et ce système nerveux, eh bien, il est réactif au stress. En fait, c'est lui qui envoie les messages de stress. Et donc, s'intéresser à ce qui nous stresse, donc à nos stresseurs, pour trouver des moyens d'agir dessus et pouvoir vraiment redescendre. Et pour moi, ça s'accompagne aussi en parallèle sur par un travail sur les émotions. Donc, aller voir quelles émotions on vit tout au long de son cycle ou tout au long d'une certaine période, pour aller, parce que c'est souvent ça aussi qui va engendrer le niveau qui peut faire augmenter le niveau de stress. Et donc, plus on va accueillir ces émotions, plus on va aller voir ce qu'elles ont à nous dire, plus on va pouvoir les transformer et les vivre agréablement, ne plus les subir en fait. Donc ça permet vraiment d'agir sur les douleurs. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui font le lien entre des pics de stress et des douleurs aiguës. Donc voilà, même sans savoir intellectuellement comment ça se passe dans le corps, bien souvent on le ressent. On le ressent. Il y a un lien entre le stress et l'inflammation, du coup. Complètement. Le stress, il vient nourrir. En fait, le stress, dans son métabolisme, il vient produire des molécules qui nourrissent l'inflammation. Ouais, qui tiennent l'inflammation active, quoi, vive, c'est ça. Du coup, dès qu'on va ponctuer ça d'une alimentation qui n'est pas forcément adaptée ou d'éléments stressants ou de choses, à chaque fois, ça va entretenir ce terrain. Exactement, ouais. L'inflammation, elle est du coup continuellement nourrie. Et ce qu'on veut, c'est être calmé. Donc, on peut agir sur l'alimentation, on peut agir sur le stress. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on peut ensuite agir? Oui, il s'agit aussi à un moment donné, alors ça c'est une approche des médecines traditionnelles, mais de nettoyer le corps. En naturopathie, il y a vraiment cette notion d'ancrassement de l'organisme, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui rentrent dans notre corps et puis des choses qui en sortent. Et l'idée, c'est que ça ne stagne pas trop entre. Sinon, c'est ce qui vient polluer le corps, c'est-à-dire qu'il y a des déchets qui sont nocifs. Et du coup, l'inflammation aussi, elle est en partie nourrie par des déchets qui ont du mal à s'évacuer. Par exemple, dans l'endométriose, les femmes qui ont des kystes, le kyste, en fait, moi j'aime bien dire que c'est un moyen, c'est une petite poche, c'est un petit sac poubelle que le corps a créé parce qu'il n'a pas trouvé comment évacuer ces déchets. Donc les déchets, ils sont venus se mettre là-dedans. Bon, je vulgarise vraiment, mais c'est pour vraiment comprendre.
C'est intéressant. Et du coup, en fait, ça veut juste dire que le corps, il ne sait pas évacuer ses déchets. Donc, par exemple, en venant nettoyer le corps, on va pouvoir petit à petit déjà un peu le débarrasser de ce dont il a besoin et pourquoi pas à un moment donné venir aussi nettoyer ses kystes. C'est un travail de longue haleine, hein, je ne dis pas que c'est du jour au lendemain, mais c'est possible de pouvoir agir dessus, à mon sens. Donc, ouais, nettoyer son corps, nettoyer et le soutenir, en fait, vraiment. Alors ça peut être vraiment en passant par des plantes ou par d'autres techniques comme les monodiètes ou le jeûne. Mais par exemple, les plantes, dans ce qu'il y a de plus facile à pratiquer, je trouve, c'est vraiment les plantes pour venir nettoyer, là. Et notamment au changement de saison, comme on est là en plein dedans en ce moment, au printemps, c'est vraiment une période idéale pour faire le nettoyage de printemps aussi bien dans nos maisons que dans notre corps. D'accord, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on peut travailler à part l'alimentation, le stress et comme on vient de le voir, alors je sais pas comment dire, l'encrassement de la machine, le ménage qu'on peut faire dans notre corps et dans nos organes pour libérer un peu de la place et que les choses fonctionnent avec plus de fluidité. Est-ce que tu travailles sur d'autres choses pendant tes séances? Moi, j'aime beaucoup travailler la relation à l'endométriose. Ce que je constate, en fait, c'est qu'il y a alors là, on est vraiment sur un aspect à la fois émotionnel et énergétique, mais ce que je constate, c'est que beaucoup de femmes, en fait, sont en lutte contre l'endométriose. Elles veulent l'abattre à tout prix, c'est leur combat quotidien. Enfin, j'entends beaucoup ces expressions et j'entends, je suis passée par là aussi. Mais je trouve qu'en fait, cette énergie de colère vient entretenir le processus de l'inflammation, les douleurs. Et si on parle sur un plan énergétique, ça vient vraiment engorger le foie. Et du coup, je trouve que c'est important dans la relation à l'endométriose, c'est considérer l'endométriose non plus comme l'ennemi à abattre, mais peut-être l'envisager comme une copine, ou en tout cas, voilà, progressivement, mais se dire, OK, elle est peut-être là pour une raison et aller chercher pourquoi elle est là. Donc moi, j'aime beaucoup travailler là-dessus, sur vraiment changer de regard sur l'endométriose pour changer les effets qu'elle produit dans notre corps. Donc ça, je trouve que c'est un très beau travail à faire. Et du coup, dans les outils, je trouve qu'ils sont hyper intéressants. Alors moi, je ne le propose pas, mais c'est vraiment d'aller chercher peut-être au-delà, notamment dans l'approche transgénérationnelle, donc sur le plan énergétique. Qu'est-ce que ça vient dire de nous ou de notre lignée de femmes dans la famille? Pour aller libérer un peu tous les traumas qu'il peut y avoir. Le petit bassin, c'est vraiment une zone où peuvent venir se loger les traumas, en tout cas chez la femme. Donc voilà, aller creuser un petit peu cet aspect-là, c'est, je trouve, indispensable. Ça peut être, comme tu le dis, le côté spirituel, là, plus, enfin voilà, pour celles qui sont prêtes et puis qui souhaitent investir cette partie, ça peut être aussi d'un niveau plus accessible, le côté émotionnel, comme tu l'expliquais justement au début. Voilà, aller travailler sur la gestion. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un prisme large. Selon les affinités qu'on a avec certaines disciplines ou avec la spiritualité, on peut l'investir de différentes manières. Donc, il y a vraiment cette notion de gestion des émotions sur un premier niveau. Qu'est-ce que ça me fait en moi? J'essaie de me réconcilier. Un peu comme on fait, comme c'est préconisé avec chaque maladie, hein, même des femmes qui sont atteintes de cancer, tout ce travail sur quelle relation j'ai avec ma maladie, comment, voilà, qu'est-ce que ça me dit sur moi, comment je l'accueille. Je sais que je ne serai pas la même femme. Voilà, ce que je porte me différencie aussi, fait de moi ce que je suis. Donc voilà, comme tu le disais juste avant, toute cette notion gestion de l'émotionnel. Et si on souhaite aller un peu plus loin dans la spiritualité pour effectivement comprendre ce que ça peut dire sur ce qu'on a probablement ou peut-être vécu avant, ou ce que les femmes de notre lignée ont pu connaître aussi auparavant. Là, ça peut être un très beau voyage également pour les personnes qui sont prêtes à investir cette partie-là. Ouais. En fait, l'idée, c'est de vraiment venir mettre du sens sur la présence de cette maladie. Parce que des fois, on ne peut pas tout comprendre intellectuellement et du coup, pour moi, c'est transformer en donnant du sens. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? C'est ne plus subir en fait ce qui nous arrive, mais en devenir vraiment acteur. Et devenir acteur, ça passe effectivement par le fait de mettre des choses en place comme on l'a pu voir, l'alimentation, trouver les stresseurs,
voilà, nettoyer le corps, tout ça, c'est des choses où on va venir se mettre en mouvement, faire des choses, mettre des choses en place. Et il y a cette notion aussi, effectivement, au-delà du faire, de l'être et de donner du sens et essayer voilà, effectivement, de donner un sens à ce qui nous arrive et à cette maladie qu'on porte. Pour toi, ça fait partie aussi du processus pour être en paix et donc, du coup, atténuer les douleurs, si je peux résumer. Ouais, oui, oui, enfin, oui, complètement. Et moi, c'est vraiment ça aussi par quoi je suis passée. Donc, je parle aussi de mon expérience et des expériences des femmes que j'accompagne. Mais ouais, c'est ça. Et est-ce que tu as des témoignages, enfin des expériences de femmes que tu as accompagnées dans différentes situations dont tu pourrais nous parler sans bien sûr citer de, de nom en restant anonyme, mais voilà, nous donner des cas de femmes que tu as trouvées arrivant dans ton cabinet avec certaines problématiques et que tu as pu accompagner? Mmh. C'est une des premières femmes que j'ai accompagnées vraiment sur l'endométriose et alors c'était fabuleux parce qu'elle arrivait, elle était complètement, déprimée, elle était fatiguée, elle avait mal tout le temps, elle était paumée et ce qui m'a frappée, c'est qu'au début, elle disait: «Mais moi, je me définis par rapport à l'endométriose» et je sais que ça arrive souvent et on a travaillé ensemble, et donc au bout de enfin, à la fin de l'accompagnement, elle m'a dit: «Je ne suis plus l'endométriose». Elle s'appelle Naïma, elle dit: «Je suis Naïma maintenant, je ne suis plus l'endométriose» et voilà, elle avait, découvert son corps, elle avait trouvé, des moyens de se faire du bien, elle avait compris des choses sur elle. Cette femme a été littéralement transformée, ça a changé sa vie vraiment. Alors que c'est ce qu'elle me disait, alors qu'en vrai ma vie n'a pas changé, mais j'ai juste changé le regard que je portais sur ma vie, sur la maladie et elle s'est détachée, mais de tellement de choses. Elle a laissé un gros bagage derrière elle et elle est devenue une nouvelle femme, ouais. Donc, Ce qui est important aussi à dire, je pense que c'est que ce parcours que tu nous transmets et ce dont on parle depuis le départ avec toutes les facettes qu'il peut y avoir, sur lesquelles on peut agir, ça peut se faire sur quelques mois, mais ça peut se faire sur quelques années. Enfin, voilà, il y a chacun son rythme. Ça demande quand même une grande, c'est pas une grande transformation dans la vie quotidienne, mais par contre, partir à la rencontre de soi, voilà, ça peut nous emmener face à des confrontations et à des étapes voilà, qui sont plus ou moins longues. Et je pense que tu es d'accord avec moi. On peut voir des femmes qui font cette transformation sur quelques mois, mais ça peut, chacun son rythme, quoi. Ça peut aussi être plus long et c'est OK. ah oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est vrai que les personnes, enfin moi je remarque les personnes qui se font accompagner de manière, voilà, régulière, suivie, encadrée, ça bouge vite. Mm. Et que des femmes que j'accompagne de manière, on va dire, un peu plus sporadique, qui viennent un peu, Oui. au gré de leurs envies, où ça bouge pas de la même manière. Un accompagnement où on s'engage voilà, plus régulièrement avec c'est un peu comme pour tout, hein, voilà, à partir du moment Ouais, où il y a un vrai engagement, une vraie prise en charge régulière, là, tu vois les effets plus rapidement. mais c'est un engagement vers soi-même, en fait. Mm. C'est ce que moi je demande toujours, c'est à quoi je demande à toujours mes clientes: «À quoi tu t'engages en démarrant cet accompagnement?» Elles s'engagent auprès d'elles-mêmes, en fait. Moi, Mm. je m'en moque ce qu'elles s'engagent envers moi, mais la Mm. promesse qu'on peut se faire de se dire: «Je vais tout mettre en place pour aller mieux», ça, c'est énorme et c'est ce qui guide tout au long de l'accompagnement et bien au-delà, ouais. Ah oui, quand on ne le fait pas pour les autres et qu'on le fait pour soi, ça a beaucoup plus d'impact. Ouais. C'est comme pour tout, hein, comme pour arrêter de fumer, comme pour voilà, plein de choses qu'on peut mettre, mais à partir du moment, comme quand on essaye voilà, de rentrer dans un travail aussi sur la gestion des émotions, quand on le fait pour soi et qu'on ne le fait pas pour les autres, c'est beaucoup plus profond. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Aline, avant que j'ouvre la partie questions-réponses? Est-ce que tu veux revenir sur certains points? On a eu des questions aussi que j'ai pu te transmettre. Est-ce qu'il y a Ouais. certaines choses sur lesquelles tu veux revenir? Non, parce que je Hem, pense que celles qu'on a vues en amont, on y est venu sur les différentes explications qu'on a pu donner. mmh, alors, je peux répondre aux questions qui avaient été posées en amont. Vas-y. Je les ai sous les yeux. Il y avait là une question, donc: «Une alimentation anti-inflammatoire est-elle utile?» Donc j'en ai parlé brièvement en effet, mais j'aime bien revenir dessus parce que oui, ça peut être utile.
mais souvent, il y a de la restriction derrière et une restriction qui est très, très mal vécue, dans le sens où en général, les femmes, elles enlèvent tout de leur alimentation et du coup, elles peuvent des fois même se retrouver dans des situations de dénutrition à mon sens. Donc et surtout avec une restriction mentale. Donc c'est des femmes qui du coup, n'osent même plus manger une miette de pain, de peur, non, non, c'est pas dans le truc. Donc voilà, moi j'aime pas trop cette approche, c'est pour ça que j'aime pas trop parler, de l'alimentation anti-inflammatoire en tant que telle, mais vraiment d'une alimentation adaptée à l'endométriose et à soi avant tout. Hem, donc voilà, ça permet d'aller plus loin. Les alternatives naturelles au traitement hormonal pour soulager les douleurs, ça on en a parlé, donc je ne reviendrai pas dessus. Le stress est-il une cause des douleurs que je ressens? Bah, ça on l'a vu. Ah oui, alors le régime sans gluten peut-il être bénéfique? Alors ça aussi, grande question. Il y a 3 femmes sur 4 chez qui le régime sans gluten va être bénéfique. Mais surtout pour les femmes qui ont le syndrome de l'intestin irritable. Donc pour moi, le sans gluten, c'est pareil. C'est l'enfer. En fait, si on n'a pas la maladie cœliaque, si on n'est pas intolérant, si vraiment on n'a pas d'allergie, qu'il n'y a rien sur le plan clinique qui nous dit il faut arrêter le gluten, et ben, je pense qu'il ne faut pas arrêter le gluten, mais il faut voir comment on supporte le gluten. Puis Le j'ai envie seuil de de dire, tolérance. Savoir quel est notre seuil de tolérance par rapport à ça. ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, dans notre alimentation, il y a beaucoup trop d'aliments, qui contiennent du gluten. Donc l'idée, c'est aussi de trouver une juste mesure et au-delà de se dire: «Je supprime le gluten», c'est plutôt se dire: «Comment je diversifie davantage?» Parce que, le gluten, oui, enfin et puis j'aime pas le gluten, en fait. Pour moi, c'est le blé, le blé moderne, le gluten, c'est pas un aliment en soi. Le blé qui pose le plus problème, peut être toléré si on en mange, par exemple, une fois par semaine. Enfin, moi, personnellement, ça ne me pose pas de souci et chez mes clientes non plus, à partir du moment où elles ont arrêté de se dire que c'était l'aliment à abattre. Et ça, c'est pour moi une question de relation à l'alimentation. Et pour parler d'une des clientes que j'ai accompagnées, elle mangeait un bout de pain, ça la faisait gonfler parce qu'elle se disait: «Mais c'est mal, c'est pas anti-inflammatoire». Enfin, elle se racontait plein d'histoires par rapport à ça, ça la mettait dans un stress total et à partir du moment où on allait débloquer ça, on a changé la relation à l'alimentation, elle a pu manger du pain, elle ne gonflait plus. Oui. Donc voilà, juste pour, dire que le gluten, oui, ça peut améliorer, mais attention à ce qu'on se raconte sur ce fameux gluten, ce blé. L'idée, c'est de diversifier à mon sens. Et après, les autres réponses, on y a répondu en effet. Je vais ouvrir la session questions-réponses pour les femmes qui sont présentes, pour les questions qu'elles peuvent venir nous poser. Donc, c'est à vous. On fait toujours, voilà, moitié, c'est nous qui parlons, moitié, vous pouvez venir échanger avec nous, c'est le but. Je vous laisse la parole. Qui va oser briser la glace? Ah, ok. Je vais dire. Hein. Donc, Julie qui nous dit qu'elle a travaillé sur tous ces niveaux depuis plusieurs années, qu'il lui arrive d'avoir des cycles sans douleur, ce qui est une grosse victoire. Par contre, parfois, elle a l'impression que ça va aller. En fait, non. Du coup, elle prend des médicaments, mais c'est trop tard et elle se retrouve avec des heures d'horreur. Parfois, elle se dit qu'elle va finir par craquer et elle accepter de reprendre la pilule. Ok. Ok, ben, c'est vrai que alors, chaque cycle est différent en fait. Et j'aime bien dire que, comment dire, la période avant les règles et les règles, c'est un petit peu, c'est comme si on payait l'addition de tout ce qui s'était passé dans le reste du cycle. Donc si, par exemple, donc pour remettre les choses au clair, le cycle, c'est du premier jour des règles jusqu'à la veille du premier jour des règles. Donc, si par exemple, pendant son cycle et pendant ses règles, on ne s'est pas reposé, on a été stressé, on a eu une surcharge digestive, etc., qu'ensuite, pareil, on ne s'est pas assez reposé, on a eu des émotions difficiles. Tout ça, en fait, on va le payer pendant le syndrome prémenstruel et du coup, les règles vont être d'autant plus douloureuses. C'est pour ça que chaque cycle est différent parce qu'on n'est pas linéaire, hein, chaque jour est différent.
Donc, c'est ce qui peut expliquer. Mais du coup, c'est pas grave en fait de prendre des médicaments si on a mal. Enfin, je pense que c'est important de dédramatiser ça parce que si tu as fait le choix de ne pas prendre la pilule, ben, c'est un choix qui est important de respecter, mais plutôt de continuer à creuser parce qu'il y a toujours des pistes. En fait, pour moi, s'il y a toujours des douleurs, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui n'a pas été réglé. Et j'entends que, ouais, que tu as travaillé dessus pendant déjà des années, mais bah, comment dire, on bouge dans la vie, donc avec le temps, il y a d'autres choses qui viennent, qu'on vient rencontrer dans la vie et qui peuvent nous amener à redéclencher des douleurs. Voilà, je ne sais pas s'il y avait une question précise, mais enfin, il n'y avait pas de question précise, du coup, voilà ce que j'ai envie de dire. Merci, Aline. Est-ce qu'il y aurait… Alors, il y a Lydia qui est arrivée en cours de route dans live et qui demandait s'il était possible de synthétiser les pistes naturelles pour atténuer les douleurs. Donc, je vais expliquer qu'on allait remettre le live en replay. Mais est-ce que brièvement, tu peux revenir sur les pistes naturelles qui peuvent atténuer? Alors après, on va juste expliquer à Lydia qu'on a vraiment plutôt fait les différentes pistes qui pouvaient permettre d'atténuer l'inflammation et que par rapport à ces différentes pistes, qui permettait d'atténuer l'inflammation, c'est-à-dire agir sur l'alimentation, agir sur le stress, agir sur le ménage qu'on pouvait faire à l'intérieur de son corps. On a déterminé des pistes naturelles pour chacune pour chacun de ces grands thèmes sur lesquels on pouvait agir. Mais si tu te sens de pouvoir synthétiser des pistes naturelles, je te laisse la parole. En fait, tout ce que tu viens d'évoquer, toutes ces pistes, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé au début, mais c'est des pistes à travailler sur le long terme. C'est-à-dire que peut-être qu'en changeant l'alimentation, en travaillant tout ça, ça ne se sentira peut-être dès le prochain cycle, parce que c'est vraiment un travail de fond. Et après, peut-être que la demande allait avoir des pistes naturelles pour soulager les douleurs, là, d'urgence, quand on les a tout de suite, un truc qui marche tout de suite, au lieu de prendre un médicament. Donc, peut-être que ça peut être ça. Et vu qu'on ne l'a pas abordé, je peux donner 2-3 pistes. Donc, la première, ce qui soulage souvent beaucoup, et c'est la bouillotte chaude, la classique bouillotte chaude. Bouillotte chaude et pas bouillante, c'est-à-dire l'idée, c'est de ne pas se brûler le bas-ventre, donc on peut apposer. Après, il y a des huiles essentielles qui peuvent être intéressantes. Les huiles essentielles en massage, le massage du bas-ventre avec des huiles essentielles comme par exemple le basilic tropical, l'estragon ou la gaultérie, qui sont des huiles essentielles qui ont des propriétés anti-inflammatoires, antispasmodiques, enfin vraiment antidouleurs. Ça peut être intéressant. Les huiles, alors j'aime pas trop parler des huiles essentielles parce qu'après ça peut être utilisé n'importe comment. Donc je vais juste mettre un point de vigilance que les huiles essentielles se diluent absolument tout le temps dans une huile végétale. Donc le grand classique qu'on a à la maison, ça peut être l'huile de tournesol. C'est une huile végétale qui pénètre, qui va aller jusqu'aux tissus les plus profonds. Ou sinon l'huile d'amande douce. Voilà. Donc, ça peut être une piste, voilà, faire des massages, ou même si on n'a pas d'huile essentielle, juste un massage, déjà, ça fait du bien, apporter de la chaleur, apporter de la douceur. Et puis, sinon, si on a vraiment très mal, le fait de mettre le système digestif au repos aussi est très intéressant, c'est-à-dire ne pas trop manger, ou ne pas manger du tout, ou manger très léger, des choses ultra digestes. Donc, voilà, c'est pas le moment, par exemple, d'aller se faire, je sais pas, une tartiflette. Enfin, ça va pas être le jour adapté si on a des douleurs, parce que ça va pouvoir plutôt les entretenir. Voilà, il y a Julie, oui, merci. Merci pour cette précision. Il y a Julie qui nous disait huile essentielle d'eucalyptus citronné. C'est ce qui avait bien marché sur elle. Voilà. D'accord. Okay. Donc, je rajoute cette petite précision, Julie, enfin ce retour personnel que Julie nous a fait en commentaire. Et alors Yann qui nous dit comment s'explique la fatigue importante même si on n'a pas d'anémie. Et ça aussi, c'est un vaste sujet, la fatigue. Souvent, on peut parler de fatigue chronique dans le cas de l'endométriose. Et ça s'explique
Waouh, par où commencer? Est-ce que ça demande, en fait, la fatigue, elle peut venir de plusieurs comme la douleur, de plusieurs biais. Il y a la fatigue émotionnelle, donc ça peut être les émotions qui te fatiguent. Quand on est, très souvent en colère, notamment la colère, c'est une émotion qui pompe mais un tas d'énergie. Donc se demander, voilà, comment ça se passe sur le plan émotionnel. Ça peut être une fatigue digestive, c'est-à-dire que l'alimentation, elle n'est pas adaptée, il y a de la surcharge. Donc ça va être notamment, s'il y a de la fatigue après les repas. La fatigue, ça peut être tout simplement parce qu'on ne dort pas assez. Chacun, pareil, a son rythme, chacune a son rythme de sommeil. Il y en a qui, au bout de 5 heures, vont avoir la frite, d'autres qui ont besoin de 10 heures. Et puis ça dépend aussi des saisons. Donc voilà, c'est propre à chacun, mais le manque de sommeil peut conduire à la fatigue. Il peut y avoir une fatigue mentale. Alors, pour les personnes qui sont beaucoup là-haut, là, avec plein de petites pensées, une petite voix off absolument tout le temps, avec beaucoup d'injonctions, beaucoup, voilà, cette fameuse charge mentale dont on parle beaucoup pour les femmes, c'est une fatigue. Donc ça vient pomper de l'énergie. Il y a la fatigue, la fatigue physique, le corps qui est allé au-delà de ses capacités. Par exemple, on a fait trop de sport, on a porté des choses trop lourdes, on est resté en éveil trop longtemps. Ça va être vraiment la fatigue physique. Et ça peut être aussi la fatigue liée à une déminéralisation, c'est-à-dire à des carences en minéraux. Donc là, pareil, une alimentation qui n'est pas adaptée ou le corps qui consomme trop pour X ou Y raison. Et puis, il y a la fatigue énergétique. Souvent, ça va être quand on a le brouillard dans la tête, qu'on commence à plus rien comprendre, à avoir des problèmes de concentration. Là, on est sur un plan qui n'est pas physique, mais énergétique. Donc là aussi, tous les plans ont leur importance. Voilà, ça demande de remettre un peu les choses dans l'ordre. Voilà les grandes pistes. La fatigue, c'est un sujet tellement vaste. Un sujet large. Mais ça donne quelques pistes pour réfléchir à d'où ça peut provenir. J'ai Léa qui me dit que sa belle-sœur, elle est atteinte d'endométriose et qu'elle souffre tous les jours de douleurs plus ou moins fortes depuis plusieurs mois et qu'elle est sous traitement hormonal, mais qu'elle souffre toujours et qu'elle aimerait savoir comment atténuer ses douleurs. Elles se sont perdues, dois-je consulter quelqu'un? Donc, c'est proprement le genre de questions dont on parlait en début de live qui nécessitent une consultation individuelle. Je pense qu'Aline va me rejoindre sur le sujet, mais on ne peut pas, avec ces informations-là, proprement aller dans le détail. Atténuer les douleurs, on en a parlé pendant tout le début du live sur les différents points sur lesquels ça peut provenir. Léa, l'idée, ce serait peut-être de faire visionner ce live quand il sera en replay justement à votre belle-sœur pour qu'elle ait des pistes. Et effectivement, je peux vous encourager à aller voir quelqu'un. Déjà, si elle est sous traitement hormonal, je suppose qu'elle a vu quelqu'un dans le milieu médical, mais également consulter quelqu'un qui peut faire, qui est Aline ou qui peut faire le même métier qu'Aline, c'est-à-dire naturopathe spécialisé dans l'endométriose ou toute autre pratique qui va pouvoir aller en profondeur pour individualiser le suivi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Aline, mais… Oui, parce qu'en plus, les douleurs, comment dire, on ne sait pas où sont les douleurs, la fréquence, l'intensité, etc. Après, ce qui est important de comprendre, parce que c'est quand même c'est un cas ultra fréquent, ces femmes qui sont sous traitement, mais qui ont quand même des douleurs. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un traitement, il va agir sur le milieu hormonal, sur le climat hormonal. Donc, le traitement, il a une visée d'arrêter les règles, puisque c'est souvent les règles qui causent les principales douleurs. Seulement, dans l'endométriose, il y a aussi un terrain inflammatoire. Et comme on l'a dit au début, c'est cette inflammation qui cause des douleurs. Et cette inflammation, en fait, elle peut être partout dans le corps. Et la pilule, le traitement continu, ne prend pas en compte ce terrain inflammatoire. Donc, ça va être là, c'est important de comprendre ça, qu'en fait, le traitement médicamenteux, il s'occupe uniquement du climat hormonal, mais pas de l'inflammation. Donc, ça peut être une cause des douleurs, mais à creuser en effet à titre individuel. Angélique nous demande si les conseils pour l'endométriose sont valables aussi si on a uniquement de l'adénomiose.
Oui, alors, l'adénomiose, j'en ai aussi enfin, j'en avais aussi. L'adénomiose, c'est en fait, une forme d'endométriose, mais qui est du coup, interne, qui est dans le muscle, hem, dans le myomètre, dans le muscle utérin. Donc c'est exactement la même approche. Lydia nous a dit qu'elle utilisait aussi la tisane de framboisier et qu'elle avait trouvé que ça avait eu de l'effet sur elle. Elle te posait la question pour savoir ce que tu pensais de l'onagre. Et ben, ce que j'en pense, oui, bah, c'est une huile Julie qui a, a Julie a répondu que ce qui était une réponse assez juste, que ça convenait à certaines personnes et pas forcément à d'autres. Je pense que c'est comme la tisane de framboisier. ouais, Ça peut convenir, comme ça peut ne pas convenir. Donc, il faut essayer pour voir si ça fonctionne. mmh, C'est c'est ça? ça. Ouais, mais c'est en effet, c'est un complément alimentaire qui est souvent recommandé, donc pourquoi pas essayer, pourquoi pas essayer? Il C'est y a pas aussi mal. le CBD aujourd'hui enfin, voilà, les tisanes de CBD qui peuvent être utilisées voilà, pour Ouais, atténuer les douleurs. mmh. C'est pareil, il y a pas, voilà, il y a pas de, c'est pas bien, c'est pas mal, ça marche pas ou ça marche. C'est des solutions qui sont potentiellement proposées aujourd'hui et qui peuvent être. Ouais, mais c'est important de savoir pourquoi on le prend, en fait. Parce que l'onagre, elle a enfin, c'est dans un but précis. Le CBD, ça va être dans un autre, but. C'est juste savoir sur quoi ça agit parce que, ben, sinon on peut prendre plein de trucs et dire: «Bah, ça marche pas». Ben, voilà, mais oui, mais ça agit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, remettre du sens sur pourquoi on le fait et quel est le but, sur quoi on veut Ouais. agir, effectivement. Euh, oui, Julie elle rebondissait sur le framboisier. Est-ce que vous auriez d'autres questions? On en a déjà eu pas mal. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir participé, de nous avoir donné des témoignages. Voilà. Ah, et je n'avais pas vu le témoignage de Justine. Justine, elle disait: bonjour à toutes, merci. En endométriose, elle a de l'endométriose depuis de nombreuses années. Elle est maman de 2 petits garçons. Elle a été opérée en juillet. On n'a pas parlé effectivement de l'opération. Les traitements classiques me font plus de mal que de bien. Je me suis tournée vers la naturopathie, prise de magnésium et alimentation top, top, top. Et je précise être végétarienne depuis toujours. Elle se sent moins fatiguée, mais elle est toujours incapable de travailler à cause de la fatigue. Elle disait ce qu'il y a un espoir d'aller mieux un jour malgré tout. Ben, moi, je dis: «Il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir». Mais voilà, après, c'est important aussi de se dire que la fatigue, c'est pas quelque chose de mal ou de bien, c'est juste là, à un moment donné et pendant les règles, en fait, c'est physiologique d'être fatigué, donc aussi s'autoriser à avoir, des moments où on a moins la frite que d'autres. Oui, et puis, comme tu le disais, je crois que c'était juste ta réponse tout à l'heure par rapport à la notion d'avoir déjà fait beaucoup de choses et d'avoir la sensation qu'on n'arrive pas forcément à ce qu'on souhaiterait. Hein. Ça fait 2 fois que ça revient, ça, cette notion de dire bah, j'ai déjà beaucoup investi ces idées-là, enfin, ces solutions-là, et j'ai toujours des douleurs, mais comme tu le disais, peut-être que ça, et comme j'essayais de le soulever tout à l'heure, c'est un travail sur toute une vie, peut-être de longue haleine, où on va essayer plusieurs choses, où on va peut-être essayer de changer de professionnel aussi à un moment donné, parce que peut-être que quelqu'un nous a convenu et ça nous a permis d'aller mieux, mais de voir quelqu'un d'autre après nous permettra aussi de défaire d'autres leviers et d'aller un peu plus loin sur certains sujets. On parle de naturopathie, mais moi, alors pour le coup, c'est mon métier. Je rencontre plein de praticiens et la naturopathie ne peut pas être résumée à j'ai été voir un naturopathe parce que autant l'endométriose est unique selon chaque personne, mais la naturopathie est unique selon chaque praticien qui peut la transmettre. Et moi, dans l'équipe, on a beaucoup de naturopathes parce que c'est une pratique une discipline qui nous parle beaucoup. Mais par contre, on a autant de naturopathes qu'on a de spécificités, de façon de travailler. Et je pense qu'on fait des programmes, nous, on pourrait quasiment faire des programmes qu'avec des naturopathes qui ont des façons de travailler différentes. Parce que voilà, c'est assez large. Donc, moi, si je peux, par rapport à cette question, revenir sur ça, la naturopathie, c'est pas une fin en soi d'avoir essayé la naturopathie avec un praticien. Et la naturopathie peut se décliner de plein de manières différentes et peut être investie de manière différente selon les personnes qu'on peut rencontrer qui peuvent nous permettre
d'avancer sur d'autres sujets si à un moment donné, on pense être allé au bout des choses avec une façon de pratiquer la discipline. Ouais, puis c'est important d'aller voir, comme on le disait au début, mais d'aller voir en fait tous les plans. Il n'y a pas que le plan physique, aller voir le plan émotionnel, le plan mental, le plan énergétique et le plan Oui, spirituel. Et pour moi, c'est ça le secret, hein. oui, oui, d'avoir une vision plus large et effectivement que simplement des choses qui sont factuelles comme changer d'alimentation ou prendre des plantes diverses et variées, mais peut-être voilà, aller un peu plus loin, plus profondément dans l'investigation de ce qui se joue derrière. Angélique, tu as dit que tu avais de l'anénomiose et que tu n'en as plus. J'ai bien vu. Et c'est ce qu'elle expliquait tout à l'heure quand elle a dit qu'on pouvait aller agir sur les kystes. Je pense que Aline peut aller plus loin dans son accompagnement, mais je te laisse répondre. Oui, j'avais de l'adénomiose. Donc moi, j'ai été diagnostiquée il y a 6 ans et j'ai été sous traitement pour raconter un peu rapidement mon histoire, mais j'ai eu une opération parce que j'avais un kyste d'endométriose et ensuite on m'a proposé de me mettre sous traitement. Je ne connaissais que ça. Et ensuite, donc il y a 3 ans, j'ai mis en place tout un tas de changements dans ma vie. Et donc, je me suis attaquée à l'endométriose de manière naturelle. Et il y a 2 ans, j'ai arrêté mon traitement. Et donc là, en fait, j'ai essayé plein de trucs. Mais j'ai beaucoup bossé sur moi sur le plan émotionnel. J'ai libéré des traumas, etc. Et à ma dernière échographie, du coup, bien que je sois plus sous traitement, je contrôle ce qui se passe dans mon corps. C'est pas non plus la fête. Et donc, en effet, à la dernière échographie, donc ça remonte au mois de juillet, mais il n'y avait absolument plus rien. Il n'y avait plus d'adénomiose, il n'y avait plus le fibrome. Donc, ouais, c'était une grande victoire. Ça, c'est pour vous dire que c'est possible, mais j'en connais plein à qui ça arrive. C'est possible, en fait, de faire marche arrière. Je ne saurais pas dire quoi précisément a fonctionné, mais je pense que surtout, c'est un ensemble de choses qui fonctionnent en synergie. Donc, ouais, On ne peut que poser ça quand on vu ce qui nous rejoint, ce qui est NOS, en disant c'est effectivement pas une pratique ou une chose mise en place, mais c'est un ensemble de choses qui va faire que on va tendre vers un mieux-être ou vers une amélioration, voire, dans ton cas, et c'est génial, un retour en arrière. Ouais. Eh bien, merci. On va clôturer ce live. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé en commentaire juste avant de nous quitter, parce qu'on aime bien quand même avoir des retours et savoir si ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça intéressant. Je vous enverrai le lien du replay. Et je vous informerai des prochains lives dans les prochaines correspondances. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Google, sur Facebook, sur Instagram, soit sur Noès, soit sur le compte d'Aline aussi pour nous dire si vous avez aimé et pour faire des retours. C'est gratuit, comme le live qu'on propose, et pour nous, en tant que professionnels, ça nous apporte beaucoup. Hein, Aline, c'est des choses, des petites choses qui peuvent contribuer au fait qu'on continue à proposer des contenus de ce type. Merci à toutes. Merci à toutes. Merci pour les échanges.